Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. La situation est très particulière et pour la plupart d'entre nous, elle est très difficile. Et la plupart des gens cherchent des informations en ligne et on voit le succès des publications qui concernent le virus, que je ne nommerai pas pendant la vidéo pour éviter d'attirer l'attention des robots de la censure de YouTube, mais vous savez très bien de quel virus je parle évidemment. Et cette situation est difficile, délicate, et les gens sentent bien qu'il y a un problème plus profond que ce qu'on veut bien laisser entendre. C'est pour ça que fleurissent partout sur la toile des tas de publications qualifiées de complotistes. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être relativement court. J'avais prévu plein d'informations à vous transmettre, mais si je voulais faire ma vidéo complète, ça ferait plus de 3 heures. Et donc je ne vais pas le faire. Et je ne vais pas non plus faire une série de vidéos où il faudrait attendre la dernière pour entendre le message principal. Parce que la situation est trop grave et trop urgente pour vous faire perdre du temps. Je vais donc aller droit au but. Éventuellement, je ferai des vidéos complémentaires qui démontrent les propos sur lesquels il pourrait y avoir des doutes. Mais en réalité, je ne vous apporte pas de nouvelles informations. Je vais plutôt reconstituer un puzzle. Vous savez que la toile est plein d'informations, en fait il y a trop d'informations, et on ne sait pas toujours où la chercher, ou alors on sait, mais on est aussi influencé par notre idéologie. Par exemple, si vous êtes quelqu'un plutôt de gauche, et que vous entendez des analyses de personnes de droite, vous aurez tendance à moins leur faire confiance, et vice-versa. Et donc, ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous encourager à oublier vos a priori d'un côté ou de l'autre, au niveau politique, etc., et d'essayer de vous concentrer sur le problème en tant que tel. Et pour voir le problème en tant que tel, il ne faut pas avoir son nez dessus, et pas juste regarder le virus. Quand vous regardez une image, eh bien, si vous la regardez comme ça, vous ne pouvez pas savoir ce que vous montre l'image. Mais si vous prenez du recul, vous pouvez voir le problème dans sa globalité, ce qui vous permet de le comprendre, de trouver une solution et de communiquer avec d'autres personnes qui font la même chose que vous. Mais si chacun a son nez sur une partie de l'image, vous vous entendrez jamais sur ce que cette image vous dit. Donc je vais prendre beaucoup de recul et je vais replacer le virus dans son contexte et vous verrez que finalement, le gouvernement, autant que les complotistes, involontairement ou non, à la limite ce n'est même pas la question, eh bien font de la désinformation. Ce n'est pas parce que vous êtes interpellé ou que vous adhérez à une information donnée par un média alternatif qu'il faut croire tout ce que vous dit ce média. Il faut avoir un petit peu plus de subtilité. D'ailleurs, je ne demande à personne de me croire sur parole, mais vous allez voir, je vous donne des informations qui sont confirmées, faciles à vérifier. Je vous aiderai à les vérifier si nécessaire, et pour faire un tableau global qui est cohérent. Et quand on le voit, on ne l'oublie plus jamais. Ce qui se passe, c'est que les humains sur cette planète sont en train de détruire le vivant. À tel point que nous sommes dans une phase d'effondrement, dont le point de non-retour s'approche de plus en plus. D'ailleurs, si vous regardez les publications scientifiques, en 2012, des scientifiques de Vancouver, si je me souviens bien, avaient publié un article qui aurait dû être le grand titre de tous les médias à travers le monde, mais ça n'a pas été le cas, qui disait que le point de non-retour se situait autour de 2050. Si vous regardez ensuite les différentes publications, notamment du GIEC, le fameux groupe qui travaille sur le réchauffement climatique, le groupe international, eh bien, dans les dernières publications, on parle d'un point de non-retour dans les années 2030. Et regardez maintenant, sur base de publications scientifiques, eh bien, il y a les autorités de New York ont décidé de montrer un compte à rebours pour montrer qu'il nous reste environ 7 ans pour agir radicalement contre le réchauffement climatique, sinon on aura atteint le point de non-retour. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est un petit peu le fil conducteur que tout le monde comprend, mais la réalité est que les problèmes sont bien plus profonds que ça, encore bien plus profonds que le virus évidemment, et bien plus profonds que le réchauffement climatique. Le problème de base, et ça vraiment tout le monde peut le comprendre, c'est facile. Nous sommes sur une planète qui a des ressources. Alors, on peut discuter de la façon dont partager les ressources entre humains, mais avec les autres espèces. Si on exploite tout, il n'y a plus rien pour les autres espèces, ce qui peut se retourner contre nous aussi. Mais même si on ne tient pas compte de cet aspect-là, il y a des ressources limitées sur cette planète. Et ces ressources diminuent, pour 2 raisons.
D'abord parce que nous les exploitons parfois d'une mauvaise manière et qu'elles ne peuvent alors pas se renouveler. Si vous coupez une forêt intelligemment, elle peut repousser. Mais si vous faites une coupe à blanc, que vous faites de l'agriculture intensive avec certains produits, eh bien, à un certain moment, votre sol, il est mort. Voyez? Donc il y a des manières de faire. Alors il y a simplement de la surexploitation. Par exemple, si vous exploitez une forêt et que vous coupez un certain nombre d'arbres chaque année, eh bien, ça va se régénérer. Mais si vous coupez plus, eh bien, il se peut qu'elle ne se régénère pas. C'est facile. Donc, surexploitation, mauvaise façon d'exploiter, ce qui fait que la quantité globale de ressources diminue et notre population augmente. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une démonstration pour voir qu'en certains moments, ça va coincer? Et ça va coincer quand? Ben, la réponse, vous l'avez, maintenant. C'est maintenant que ça coince. Ça ne veut pas dire que les conséquences, on ne les voyait pas avant, la famine n'a pas commencé hier. Chaque année, on vous parle du jour du dépassement, donc on exploite plus que ce que la nature produit, mais c'était encore tenable pour une majorité des êtres humains. Par contre, pas pour d'autres terriens. Les espèces s'éteignent en masse, les populations animales s'effondrent, etc. Donc, pourquoi est-ce que je dis que ça coince maintenant? C'est le point central que je vais vous expliquer et qui justifie les mesures qui tournent autour du virus. Vous allez voir que tout ça est absolument lié. Le virus ne peut pas être compris dans un autre contexte. Donc, les ressources diminuent, les humains augmentent. On sait que ça va coincer. Mais quand je dis « on », ça veut dire les humains, enfin certains humains. Et moi, si je le sais depuis longtemps, je vous ai fait des vidéos là-dessus, hein, je vous invite à aller voir, hein, je ne vous raconte pas n'importe quoi, en vous disant que à cause de l'effondrement du vivant, un effondrement économique était absolument nécessaire, inéluctable, très rapidement, en 2020 ou en 2021. C'est ce que je dis dans la vidéo, en 2019. Ben voilà, on y est. Bon. Mais si moi je le savais, vous pensez bien que les scientifiques les plus pointus qui conseillent les gouvernements, même s'ils sont orientés par des conflits d'intérêts, ils le savaient aussi. Donc les politiciens qui sont au pouvoir et les autres acteurs du pouvoir économique, etc., ils sont au courant aussi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait jusqu'ici? Ben, on peut dire parce qu'ils s'en foutent. Effectivement, ils s'en foutent probablement tant que ça ne les affecte pas. Eux, leur famille, leurs intérêts, etc. Mais comme je le dis, il y a un moment, on ne pourra plus résister à cet effondrement. Et donc, même eux seront affectés. Sauf s'ils organisent cet effondrement de manière à que eux ne soient pas affectés, ou le moins possible. Ce qui implique que les autres vont être encore plus affectés. Aucun peuple pourra accepter ça. Sauf si on parvient à cacher le fait qu'ils sont responsables. En trouvant une excuse, telle qu'un virus. Alors, ça n'a absolument rien de complotiste de dire ça. C'est juste, d'abord c'est factuel, et puis vous allez voir, ce n'est pas parce qu'il y a un grand complot et tout le monde est d'accord, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comme une propagande de guerre. Je pense que vous savez tous que quand il y a une guerre, il y a toujours une propagande. On le sait par après. À la fin des guerres, et quelques années après, on voit que les deux camps avaient menti. Ça ne veut pas dire que les deux camps n'ont fait que mentir. Bien sûr, ils vous ont dit aussi la vérité. C'est bien pour ça que c'est difficile de repérer les mensonges, parce qu'ils sont mélangés à de la vérité. Exemple tout bête, vous vous souvenez de la guerre en Syrie, qui est encore toute récente. Il y a eu des centaines de milliers de morts, et on n'arrêtait pas de dire que les morts étaient la responsabilité de Bachar al-Assad, le boucher de Damas, etc., qui gazait son peuple et compagnie. Et à un certain moment, je vous donne un exemple précis, il y a eu un titre qui est apparu dans tous les grands journaux, souvent en première page. Les méchants syriens ou les méchants russes ou les deux ont bombardé un hôpital à Alep. Il a été rasé. Et on vous a dit ça. Vous vous en souvenez sans doute pour une grande majorité d'entre vous. Sauf que quand la guerre à Alep a été terminée, que le pouvoir a repris le contrôle de la ville, les Occidentaux ont pu retourner à Alep et ils ont vu que cet hôpital est toujours là. Donc, c'était une fausse information. Est-ce que tout le monde vous a menti? En fait, non. On peut dire que les journalistes n'ont pas vraiment fait leur travail, mais ils ne vous ont pas vraiment menti non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne sais plus exactement quelle était la source primaire, mais probablement en islamiste,
puisque pour vivre à Alep-Est à cette époque, il fallait sans doute être islamiste ou être de la famille des islamistes. Il y a eu une photo qui a circulé où on a dit bah, regardez, l'hôpital a été rasé alors que la photo montrait autre chose que cet hôpital. Quand quelque chose est rasé, c'est difficile de le reconnaître. C'est arrivé à une agence de presse telle que l'agence France Presse ou Reuters par exemple, qui l'a publié sous forme d'une dépêche. Les Russes, les Syriens ont bombardé un hôpital et tous les journaux l'ont repris. Libération, Le Monde, enfin je sais pas, tous les grands journaux ont dit voilà, les méchants ont rasé un hôpital. Et quand on a vu que c'était pas vrai, est-ce que vous avez vu ça comme grand titre dans les journaux? L'hôpital est toujours là? Non. Vous voyez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot mondial pour ça? Ben non. Seulement, les journalistes, ils transmettent des informations qui viennent, on ne sait pas trop d'où, parce qu'ils doivent faire du chiffre, parce qu'il faut publier, parce qu'il faut de la sensation, etc. Et voilà. Et quand on voit qu'on s'est trompé, ben, on cache la poussière sous le tapis, les gens vont oublier, la majorité oublie, on a d'autres soucis, on pense au virus, etc. Et puis ça passe. Et chaque guerre est comme ça. On parle toujours des armes de destruction massive de Saddam, mais il y en a eu plein d'autres. Ça, c'était la deuxième guerre d'Irak. Mais dans la première guerre d'Irak, moi je me souviens, j'étais gamin, adolescent, et on nous disait, les soldats irakiens, ils arrivent au Koweït, ils tuent les enfants, ils éventrent les bébés, ils arrachent les yeux des petites filles, ils retirent même les fœtus des couveuses. On disait ça. Ben, oui. Sauf que c'était pas vrai. En Libye, soi-disant, on allait faire un grand massacre à Benghazi, il fallait absolument aller pour sauver la pauvre population oppressée par Kadhafi. Ça ne veut pas dire que Kadhafi était en saint, ni Bachar al-Assad, ni Saddam Hussein, mais c'était pas vrai. Tout ça, c'était pas vrai. Il ne faut pas un complot mondial pour faire de la propagande. Donc, il n'y a pas de complot mondial avec tout le monde qui est dans le secret, non. La plupart des gens qui vous disent qu'il faut absolument vous protéger du virus, ils le croient. Ils le croient parce qu'ils sont manipulés par des gens qui le croient aussi, etc. Il suffit que les journalistes soient un petit peu orientés par quelques personnes. C'est très facile, comme pour une propagande de guerre. Donc, on est dans une situation où, si nous ne décidons pas, nous-mêmes, rapidement, de changer radicalement de mode de vie, la nature va nous le forcer à le faire. Sauf que si c'est la nature qui nous le force à le faire, ça va être beaucoup plus douloureux, parce que ce ne sera pas organisé. Je vais faire une petite analogie, vous allez comprendre tout de suite. Dans la région sud-centre de l'Afrique, il y a une zone couverte d'un type de boisement qui s'appelle dans le langage vernaculaire le miombo, qui est un boisement relativement sec, dominé par une essence d'arbre qui s'appelle le Brachystegia. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité là? C'est que ce bois brûle. Ça fait partie du cycle normal de l'écosystème, il y a des feux. Et l'arbre Brachystegia résiste. Les autres brûlent, les buissons brûlent, les sous-bois brûlent, et puis les pluies arrivent, tout ça fleurit, surtout les arbres, les Brachystegia, qui attirent alors toute la biodiversité, qui est d'ailleurs souvent endémique à ce type d'habitat, etc. Vous allez me dire, bon, quel est le rapport avec l'effondrement? Ben, il y a des gens maintenant qui habitent là, il n'y a plus de région du monde où il n'y a personne qui habite. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est l'époque des feux? En fin de saison sèche, il y a les feux qui arrivent. Ben, les humains, ils doivent se protéger. Sauf que s'ils ont un village au milieu d'un boisement de miombo, le village, il va brûler avec. Quelle est la solution que les humains ont trouvée? Eh bien, dans une majeure partie de ces régions, ce que font les humains, c'est qu'ils brûlent eux-mêmes les boisements avant l'arrivée des feux naturels. Pourquoi font-ils ça? Eh bien, pour deux raisons. C'est parce qu'ils le font un petit peu avant, c'est pas encore aussi sec, donc les feux sont un peu moins intenses, et ils sont donc contrôlables. Et puis, mettant le feu où ils le souhaitent, ils peuvent le faire de façon suffisamment intelligente pour que ça n'atteigne pas les villages. Et donc, quand c'est l'époque des feux naturels, eh bien, il y a des sortes de grands coupe-feux qui existent, puisque ce qui est déjà brûlé ne rebrûle pas. Et donc, les villages sont protégés. Donc, le feu contrôlé permet d'éviter le feu non contrôlé. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un effondrement contrôlé de l'économie pour éviter l'effondrement incontrôlé. Ça, c'est vraiment l'information que vous devriez voir, et une fois que vous l'avez vue, vous ne pourrez plus fermer les yeux dessus, ce qui vous permettra d'avoir un autre angle de vue, beaucoup plus objectif pour comprendre ce qui se passe. Alors, quelque part, en disant ça, je soutiens la politique, en disant, puisque l'effondrement est inévitable, autant l'organiser à l'avance et le contrôler. En fait, oui, et c'est ce que je demande depuis longtemps, et beaucoup, d'ailleurs, il y a des partis politiques qui demandent la décroissance. C'est ça, en fait. C'est d'organiser en douceur
relative, parce qu'on n'a plus vraiment le temps pour le faire sur du très long terme, hein, mais d'organiser dans une relative douceur l'effondrement, une forme de décroissance rapide, pour éviter de se la prendre de plein fouet. Sauf qu'il y a un problème. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, d'ailleurs vous connaissez sans doute l'histoire mieux que moi, mais partout, quand les gens ont du pouvoir, on sait parfaitement qu'ils défendent leurs propres intérêts avant l'intérêt des autres. C'est très humain, malheureusement, c'est comme ça, et il n'y a pas d'exception, dans tous les pays c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça change? Mais ça change un peu tout. Parce que dans l'histoire des feux, par exemple, s'il y a 10 villages à protéger, et ceux à qui vous confiez la tâche d'aller mettre le feu au boisement à l'avance, s'ils mettent le feu de manière à protéger tous les villages de la même manière, ça va. Mais si, pour protéger leur village, ils mettent le feu au village voisin, c'est quand même pas très sympathique. Or, en simplifié, c'est un petit peu ce qui se passe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'eux, ils n'ont pas envie de décroître. Ceux qui peuvent se permettre d'organiser cette décroissance forcée, cet effondrement contrôlé, ils n'ont pas envie, eux, de subir les conséquences de cette décroissance ou de cet effondrement. Et donc, ils vont l'organiser d'une telle manière à que les conséquences s'abattent sur les autres. Donc, ce sera des conséquences plus graves sur les autres, ce qui leur permettra d'une part de garder le pouvoir et d'autre part de garder leur richesse. Alors, vous allez me dire, là, je suis complotiste. Mais non. Parce que c'est pas un complot où ils parlent tous dans notre dos entre eux, etc. C'est simplement la nature humaine normale, c'est le reflet de l'égoïsme humain où chacun va tirer la couverture à soi. Et c'est ceux qui ont le plus de pouvoir qui vont y parvenir. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans un complot très complexe qui risquerait toujours d'être révélé, parce que quand beaucoup de gens sont dans un secret, on sait très bien qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par parler. Mais la nature humaine fait que ceux qui sont au pouvoir, ils vont tirer leur épingle du jeu, et les autres vont en souffrir d'autant plus. Et si vous ne me croyez pas, regardez ce qui se passe. C'est la grande presse le dit aussi, les riches s'enrichissent avec la crise. C'est logique, puisque c'est eux qui décident des politiques à mettre en place. Exemple simple. Vous allez dire, on voit bien que l'économie s'effondre. Oui, mais l'histoire du confinement, etc. C'est qui va s'effondrer? C'est les petites entreprises. Imaginez, bon, par exemple, je ne défends pas la majorité des restaurants. Pour moi, les restaurants, ils devraient être bio, végétaliens, etc. Donc tous ceux qui ne le sont pas, à la limite, j'ai envie qu'ils ferment. Sauf que, si c'est pour fermer un petit restaurant de campagne et le remplacer par un McDo, tout de suite, ça m'intéresse moins. C'est entre le pire et le encore pire, quoi. Et donc, vous allez voir ce qui se passe. Enfin, je crois que certains d'entre vous le voient déjà. Voilà, le danger, il est pour les petits commerces, hein, bien sûr, quoi. Oui, parce que de reconfinement, il n'y a pas, en fait. Il y a une fermeture des petits commerces, un sabordage volontaire organisé par le gouvernement pour que ces commerces ferment. Toutes les petites entreprises, toutes les personnes de la classe moyenne qui avaient quelque chose qui fonctionnait plus ou moins, ils vont être balayés, tôt ou tard. Et les grandes entreprises vont pouvoir avoir leur monopole sur quasiment tout. Les petits agriculteurs vont mourir au profit des grandes entreprises industrielles, qui, elles, sont dans l'intérêt, évidemment, des gens les plus riches de cette planète. Tout ça aurait été impossible à mettre en place parce qu'il y aurait eu une révolution. Sauf qu'on ne le fait pas sous prétexte de faire un effondrement contrôlé, personne n'en parle. Même les complotistes, si vous écoutez, ils ne vous parlent pas de ça. J'espère que ceux qui font des vidéos parfois très intelligentes pour dénoncer les mensonges du pouvoir, les incohérences, etc., mais qui comprennent la raison de tout ça. Parce que souvent, ils ne le voient pas. Ou alors, ils inventent des théories, et ça, c'est grave. Parce que ça décrédibilise les médias alternatifs, et ce qui permet au pouvoir de dire « Regardez, ils racontent n'importe quoi, ce sont des complotistes. » Donc, faites très attention à ce que vous racontez. L'effondrement est inéluctable. Le pouvoir le sait, et donc il prend les choses en main. Et jusque-là, il a raison. Parce que si vous l'avez dit, si ceux qui se sont présentés aux élections en disant on va organiser une décroissance, ils n'ont pas été élus. Mais ceux qui vous ont dit on va continuer à augmenter la croissance et le pouvoir d'achat, soit ce sont des incompétents, soit ce sont des menteurs. Mais c'est impossible. Il n'y a plus les ressources pour ça. Donc, est-ce qu'il fallait mentir pour prendre le pouvoir et organiser la décroissance? Peut-être. Je ne suis pas certain que la démocratie soit la meilleure solution en période de crise. Parce qu'il faut des décisions rapides, parfois brutales, et le peuple n'a pas envie d'en subir les conséquences. Donc ça peut faire une sorte de conflit d'intérêts. C'est une vaste discussion. Mais toujours est-il que ce qui se passe, c'est que le pouvoir sait qu'il faut décroître et qu'il est en train de l'organiser.
Donc ceux qui manifestent, sans doute à raison, en tout cas en partie à raison, contre les mesures liberticides, etc., mais qui demandent ou qui sous-entendent qu'il faudrait revenir à la situation d'avant, même si on peut comprendre leur envie, bah, eux, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que même si on le voulait, ce n'était pas possible. Et si on le voulait, on est complètement stupide parce que c'est le monde d'avant qui nous a justement mis dans une situation aussi lamentable. Donc il ne faut surtout pas revenir au monde d'avant. Donc maintenant, il faut se concentrer sur le monde d'après. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que le monde d'après va être l'enfer pour 99% de la population, car le 1%, alors 1%, 99% est tout à fait une estimation comme ça, c'est un ordre de grandeur, hein. On dit souvent ça, mais ce n'est pas des chiffres très précis. Mais ceux qui seront au pouvoir vont pouvoir continuer à en profiter un maximum, et tous les autres n'auront plus du tout une vie qui était agréable comme avant, s'ils avaient une vie agréable, hein, parce qu'il y avait déjà beaucoup de victimes, hein, je parle d'une certaine classe moyenne, en particulier dans les pays occidentaux ou occidentalisés, hein, qui vont connaître une période avec moins de liberté, avec moins de plaisir, plus de travail. Évidemment, ce n'est pas une perspective très encourageante. C'est ce qui est prévu. Si vous ne me croyez pas, pas de problème, vous le verrez. De toute façon, c'est en train d'arriver là. Quand je disais il y a 25 ans, vous verrez le réchauffement climatique, et que les gens me disaient non, 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 j'essayais de les convaincre, parce que je me dis attendre 25 ans avant qu'ils le voient, ben maintenant ils le voient, maintenant, je veux dire, on ne peut plus le nier. Ben c'est pareil. Si vous ne le voyez pas maintenant, c'est pas dans 25 ans que vous le verrez. Vous allez le voir dans 3 mois ou dans 6 mois. Là, c'est tout de suite. Les virus, de façon générale, ce virus en particulier, ne sont pas des choses aussi dangereuses. En réalité, nous vivons en symbiose avec les virus depuis toujours, et si ils posent des problèmes, ce n'est pas intrinsèquement à cause d'eux, les virus ne sont pas des maladies en soi, ils deviennent des maladies à cause d'erreurs que nous faisons. J'en ai déjà parlé, et j'ai trouvé beaucoup de confirmations de mes propos de personnes qui sont dans le milieu scientifique, et qui confirment avec leur approche très rigoureuse. Ça, c'est une chose. On a appris ces dernières années que les bactéries, c'était des amis. Et les virus, il y en a plein qui demandent qu'une chose, c'est de vivre en symbiose avec nous. 2. Quelle est la solution? La solution pour vous protéger de ce virus et de tous les virus qui arrivent, parce qu'il y en a plein qui arrivent, je vais vous le montrer aussi, eh bien, c'est un changement de mode de vie, en particulier concernant l'alimentation. Je l'ai déjà dit, alimentation bio, végétalienne, crue, etc. Je vous mets juste un petit extrait, parce que c'est quand même intéressant de voir que même les chercheurs qui travaillent dans les laboratoires, qui ne sont pas du tout anti-vaccins, complotistes, etc., commencent de plus en plus à dire la même chose. Écoutez. Le lien entre microbiote et immunité. À peu près 70%, 75% peut-être même de notre système immunitaire est localisé dans notre intestin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne ? Oui, alors effectivement, cet intestin, c'est le premier organe immunitaire de notre organisme. Et c'est finalement assez logique puisque au niveau intestinal, il y a cette concentration de micro-organismes, de bactéries, de champignons absolument faramineuse. Et donc, au contact de ces micro-organismes, le système immunitaire se développe. Juste pour donner à nos spectateurs peut-être la meilleure recette finalement pour entretenir son microbiote intestinal, c'est l'alimentation. Et ça paraît évident, nos micro-organismes dans l'intestin se nourrissent de ce que l'on mange essentiellement. Et donc si l'on mange des fruits, des légumes en grande quantité, en grande diversité, ça va stimuler les bonnes bactéries de notre intestin. Si on évite de manger des produits transformés, ultra transformés, qui contiennent tout un tas de molécules qui agressent notre microbiote, ça va aussi être positif. Donc je pense que l'alimentation, c'est vraiment le premier facteur. J'ai mis évidemment le lien dans la description. Alors, concernant le virus, il n'y a pas besoin d'aller inventer que le virus a été créé en laboratoire, même si je n'ai pas de preuve du contraire, hein, c'est possible, il y a des gens qui ont une bonne argumentation, mais en fait ça ne change rien au problème, et je n'ai pas de preuve qu'il ait été créé. Or, des virus, ils arrivent. Pourquoi se fatiguer à créer quelque chose qui arrive naturellement? Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, je l'ai déjà expliqué dans mon autre vidéo de février, dans un article, mais regardez, la grande presse en parle de plus en plus, regardez le nombre de virus qui nous attendent. L'arrivée de ces virus est, comme le dit Jane Goodall, comme le dit Paul Watson, entered a new era, an era where unless we change our priorities, it's only going to get worse. An era where we're starting to discover that the ecology is more important than the economy. You can't have an economy if you don't have a healthy ecology.
What we're seeing right now is a consequence of climate change. And what we're going to see is more of this. Because when you have diminishment of species, what you have is a situation where viruses are in a position to transmit to other species. And we're the most attractive species around because there's like nearly 8 billion of us. Not many people realize that there's hundreds of millions of viruses. Every plant and animal on this planet has viruses associated with just themselves. And really, they don't cause that much harm because the host has learned to live with them for millennium. The problem we're having right now is as we diminish these species, we're seeing this transmission called zoonotic, where the viruses will jump to another species. L'arrivée de ces virus est due à notre comportement envers la nature, en particulier envers les animaux. Chasse, pêche, nourriture carnée, élevage, qui implique la déforestation. Pourquoi? Très très vite, parce que j'en ai déjà parlé, déforestation, moins de place pour les animaux, moins de place pour les virus de vivre dans les animaux, donc on les encourage à muter pour aller ailleurs. Et ailleurs où? Bah chez nous. Et il n'y a plus que ça sur la planète, des humains et des animaux domestiques. Enfin, domestiques d'élevage. Les élevages, ce sont des clusters. Maintenant, j'ai plus besoin de vous présenter ce terme, on en parle tout le temps concernant notre virus, mais c'est valable pour n'importe quel virus. La chasse, parce qu'on est mis en contact justement avec des animaux sauvages en diminution, les virus ils ne savent plus où aller, donc la chasse favorise non seulement la diminution des populations, donc la motivation des virus pour aller voir ailleurs, et puis le contact évidemment entre l'animal sauvage, son cadavre, et le chasseur. Le braconnage, pareil. Bon, donc vous voyez, tout ça est très logique. Donc ce virus-là, qui ne tue pas grand monde, mais est très contagieux et circule partout, est une excuse parfaite pour le pouvoir, pour faire son effondrement contrôlé, mais il n'est qu'un virus parmi d'autres qui arrivent. Et ce virus, comme les autres, ne devrait pas être un problème si nous nous comportions convenablement. Remarquez la convergence. Si vous décidez de manger convenablement, à savoir bio, végétalien, vous allez arrêter les élevages, vous allez donc arrêter la déforestation, et donc, comme vous serez en bonne santé, vous aurez une bonne immunité, vous empêcherez la circulation du virus. Donc vous allez travailler d'une part sur l'arrêt des mutations des virus d'animaux non humains vers les humains, et en plus, vous empêchez sa circulation grâce à une bonne immunité. En fait, la solution, elle n'est pas compliquée, on n'a pas besoin de confinement, ni rien de tout ça. C'est vraiment le point crucial. Donc, je répète parce que c'est vraiment important, les virus arrivent par notre faute, on peut individuellement changer notre comportement pour favoriser un mode de vie qui n'encourage plus les virus et qui vous protège par une bonne immunité de ce virus, en poussant évidemment les politiciens à prendre des décisions globales dans le bon sens. Les politiciens sont au courant de ce qui se passe, en tout cas ceux qui sont, on va dire, le plus haut placés, et ils ont des objectifs. En ce qui concerne leurs objectifs, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, avec ce que le FMI appelle le Grand Reset pour 2021, et avec ce que 195 pays du monde appellent les Global Goals, les objectifs globaux, pour 2030. J'approfondirai ça dans une autre vidéo, même si vous pouvez déjà trouver beaucoup d'informations là-dessus. Encore une fois, il n'y a rien de complotiste, vous pouvez aller sur le site de l'ONU et d'autres organismes tout à fait officiels, et vous verrez ces objectifs qui sont évidemment présentés de façon très positive, mais si vous lisez entre les lignes, eh bien vous verrez que c'est peut-être pas positif pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo relativement courte, malgré que le sujet soit complexe, vous donnera envie d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment. Donc il faut être un peu sérieux, nous sommes dans une situation d'urgence gravissime, il faut un minimum de rassemblement, sinon nous n'y arriverons certainement pas. Et moi j'aimerais bien qu'on y arrive quand même. Donc je fais mon possible et je vous invite à faire pareil. À bientôt.